Commit After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis. Und von Reif AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar. Il se rêvait chirurgien, mais il est tombé dans la marmite du ciment. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Barbery, le directeur de Vigier Ciment à Péry-la-Heute et le directeur de Vigier, du groupe Vigier en Suisse. Olivier Barbery, bienvenue. Merci. Vous êtes arrivé de Bruxelles il y a 10 ans, dans la région. Quand vous êtes retrouvé pour la première fois devant cette énorme fabrique entre ces deux pans de montagne, vous avez ressenti quoi ? Mais un peu la beauté de l'endroit, puisque je viens d'un pays, plat pays, et pas pour rien. Et donc dès qu'il y a du relief, moi ça me donne l'impression d'être en vacances. Et donc de voir cette cimenterie en sortant du tunnel, en montant vers le Jura pour la première fois, ça m'a fait un effet waouh. Mais c'est quand même un petit peu oppressant aussi. Nous, on a l'habitude de sortir de Bienne direction Jura-Bernois, on se retrouve toujours devant cette énorme entreprise. C'est particulier de travailler dans une atmosphère comme ça. C'est particulier, mais moi j'y travaille depuis plus de 20 ans. Et donc j'ai toujours été habitué à voir ce côté grandiose, ces gros silos, cette cheminée, ces grandes installations. Donc ça ne m'a pas fait cet effet-là. C'était plutôt un effet positif de découvrir cette cimenterie à la sortie de ce tunnel. J'étais plutôt heureusement surpris. Il faut dire que vous êtes depuis longtemps dans le monde du ciment. Vous êtes ingénieur civil en chimie du ciment. C'est le matériau de construction le plus répandu au monde. 80% de ce qu'on construit dans le monde, c'est en béton, qui dérive donc du ciment. En Suisse, c'est à peu près les mêmes chiffres. Pourquoi ce matériau s'est imposé ? Alors, il s'est imposé pour deux raisons principales. D'abord, les matières premières sont largement disponibles. 80% de la croûte terrestre est composée de calcaire et d'argile ou de marne, qui sont les deux matériaux essentiels pour la fabrication du ciment. Et puis, c'est un matériau de construction qui est facile à mettre en œuvre, qui est aussi facile à produire localement, un peu partout dans le monde. Et ça, et qui est disponible en grande quantité. Donc, c'est les raisons principales pour lesquelles on utilise autant de béton aujourd'hui pour la construction. Et la cimenterie de Vigier, elle a été construite dès 1890. Et il y a toujours encore assez de matières premières à extraire. Oui, si on regarde la quantité de matières premières disponibles, il y en a pour plus de 2000 ans. Si on veut continuer à exploiter ce site au même rythme qu'actuellement. Mais si on regarde le périmètre de la carrière actuelle, on a encore à peu près 90 années de réserve préautorisée. Et vous, comment vous êtes tombé donc dans la marmite du ciment ? Alors un peu par hasard. D'abord le choix des études. Je voulais, depuis si loin que je m'en souvienne, je voulais être chirurgien, comme vous l'avez dit. Et puis au moment de rentrer à l'université, ma prof de maths de l'époque avait dit que c'était très bien que je m'oriente vers une filière comme ça, parce que je ne serais probablement pas capable de réussir le concours d'entrée pour une école d'ingénieur. Ça vous titillait aussi ? J'étais dans un parcours qui prédestinait à ce genre d'études. Et puis, je me suis dit, ça a toujours été un moteur de motivation chez moi quand on me dit que je ne serais pas capable de le faire. Donc, j'ai présenté le concours, j'ai réussi, j'ai fait les études. Je n'ai jamais regretté. Donc, ce choix un peu sur un coup de tête. Mais donc, je n'ai pas eu un seul jour après où j'ai regretté d'avoir fait ces études-là. Donc, j'y ai trouvé aussi énormément de plaisir et de satisfaction. Mais c'est comme ça que ça s'est joué en quelques minutes. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine ? Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Donc, si je prends un four à ciment, quand on arrive le matin au bureau, qu'on regarde ce qui s'est passé la nuit, la veille, puisque c'est un processus qui tourne jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours par an, il y a chaque fois des choses qui se passent, il faut pouvoir réagir. Et puis, c'est aussi un matériau qui est très largement utilisé, donc c'est toujours une satisfaction de pouvoir voir les réalisations qui ont été faites à partir des matériaux qu'on a fait. On se sent utile aussi à la société de pouvoir participer et produire des choses
qui laisse une trace. On va voir quelques réalisations des ouvrages en béton notamment. Voilà, tous les travaux d'infrastructure, pour les déplacements, sont construits en béton. Et puis, on n'imagine pas d'autres matériaux alternatifs pour le faire, que ce soit les ponts, les tunnels. On a également une filiale à Münchemir, dans le canton de Berne, qui produit pour toute la Suisse ces traverses en béton. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, donc c'est des matériaux qu'on voit partout. Ici, on a la montée vers la rampe de Bougeant, avant de rentrer dans le premier tunnel. C'est la photo de l'entrée dans le tunnel. Ça aussi, on n'imagine pas pouvoir le construire dans un autre matériau que du béton. Le barrage du Grimsel. Donc là, ça a été l'idée de rénover le béton en fait, qui arrive en bout de vie. Exactement. Donc de remplacer. Donc c'est un béton qui a été fait il y a plus de 100 ans, avec encore des sacs en béton. Donc les gens malaxaient ça quasiment à la main. Ils ont construit ce premier barrage qui maintenant présente des signes de vieillesse après plus de 100 ans. Et donc, l'opérateur local a décidé de reproduire ou de reconstruire un nouveau barrage, de laisser l'ancien en place, de reconstruire devant un nouveau barrage. Et c'est ce qu'on est très fiers d'avoir pu livrer les matériaux de construction qui ont permis de réaliser ça. Et quand on vous demande de travailler à un barrage, j'imagine que ça reste un défi. C'est toujours un défi parce qu'il y a énormément de contraintes à respecter. C'est des produits qui sont, ou des formulations de béton qui sont très spécifiques, sur lesquelles il faut travailler. Là, en particulier, le Grimsel, du mois d'octobre ou novembre jusqu'au mois de mai, on n'ose pas y aller parce qu'il y a de la neige sur le col ou que les conditions climatiques sont telles. Et donc après, ils travaillent 24 heures sur 24. Donc c'est un défi logistique également de pouvoir livrer à heure et à temps ce chantier pour qu'en continu, ils puissent produire du béton et puis monter ces murs ou construire ce barrage. Et pour chaque ouvrage, il faut aussi un type de béton spécial, un type de ciment spécial. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans la fabrication du ciment ? Alors dans la fabrication du ciment, ce qui est difficile et intéressant à la fois, c'est d'arriver à produire un ciment avec la plus faible empreinte environnementale. Donc vous l'avez compris, il y a un four, on consomme beaucoup d'énergie, on doit aussi broyer ces matières, etc. Et donc, d'y arriver avec la plus faible empreinte environnementale, c'est un défi quotidien sur lequel on travaille avec toutes les équipes depuis des années. Et on est assez... on a eu passablement du succès. Donc on est très fiers de pouvoir dire aujourd'hui qu'on est l'usine en Suisse, probablement en Europe, parmi les meilleures au niveau de l'empreinte CO2. Et c'est un travail de longue haleine. Et c'est ça, donc une fois qu'on a ce ciment-là fait de cette façon-là, il faut pouvoir l'utiliser de manière parcimonieuse. Donc, il faut le moins de ciment possible dans chaque mètre cube de béton. Et pour y arriver, il faut des produits de haute qualité, avec des performances aussi remarquables, pour arriver à relever ce défi et à baisser cette empreinte carbone. Et si on a fait appel à vous il y a 10 ans, c'était entre autres pour ça, on va y revenir, décarboner le processus de fabrication du ciment et le produit lui-même. J'imagine que vous travaillez avec des températures très élevées, qui vont jusqu'à 1450 degrés. Il y a la salle de contrôle impressionnante, remplie d'écrans. Ça vous arrive d'avoir des pépins, d'avoir eu peur ? Alors, eu peur, des petits moments d'angoisse et de stress, c'est sûr. Eu peur, non, parce que je suis confiant dans le professionnalisme aussi de l'ensemble des équipes qui, en général, réagissent très bien. Mais oui, on a, comme tout processus, il y a des pannes, il y a des problèmes, que ce soit une coupure de courant, ça arrive malheureusement assez souvent encore chez nous. Et puis, il faut pouvoir réagir. En matière d'accidents, donc comme je l'ai dit, on a des installations qui sont énormes, qui quand elles sont en mouvement, un homme seul ne peut pas les arrêter. Et donc, si quelqu'un se fait prendre... Donc, ça, c'est un stress quotidien de se dire, tous les matins quand on arrive, est-ce qu'on a pris des risques? Est-ce que nos collaborateurs ont été en danger? Donc ça, c'est aussi une politique qui est très forte chez nous. C'est notre première priorité, faire en sorte que chacune et chacun qui travaille chez nous puisse rentrer le soir dans l'état dans lequel il est arrivé le matin, donc en bonne santé, avec ses 10 doigts, avec tout qui va bien. Et puis on est aussi, on a battu cette année notre record de nombre de jours sans accident, plus de 500 jours, donc plus d'un an où aucun de nos collaborateurs n'a eu d'accident. On a un accident pour le moment
à déplorer. Et puis, on est reparti maintenant pour battre ce nouveau record l'année prochaine. Mais et la personne se porte bien? Se porte très bien. Donc, c'était plus de peur que de mal. Okay. Mais c'est de la poussière dans l'œil. Donc, il n'y a pas eu de... C'est ce qu'on appelle souvent des accidents de type bagatelle. Mais il pourrait y avoir un accident grave. Et donc, ça reste quand même un travail quotidien de s'assurer que tout est fait pour que les risques soient maîtrisés, qu'on ne mette pas en danger la vie ou la santé de nos collaborateurs. On va voir une photo du fondateur de l'entreprise Robert Vigier. Donc c'est à la fin du 19e siècle qu'il installe son entreprise dans la région. C'est la première cimenterie de Suisse. À cette époque-là, tout n'était pas automatisé. J'imagine que là, des accidents, il devait y en avoir. On vient de... Je vous ai dit, on a cette année malheureusement un accident à déplorer. Quand moi, dans le groupe Vigier, quand moi je suis arrivé, on était à plus de 50 accidents par an. Okay. Avec arrêt de travail. Donc on vient, c'est pas... Alors effectivement, les accidents de travail, c'était un peu, quand on discute avec les anciens, c'est normal, nos métiers sont risqués. Il y avait un côté un peu, je qualifierais de Rambo. C'était même bien de pouvoir montrer les cicatrices et dire « Ah oui, moi j'ai été pris par une machine, ça m'a ouvert le bras, etc. » Donc ça, cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, on a tous, je pense, pris conscience qu'on peut travailler de manière sûre. Et puis c'est aussi notre... moi je l'estime, c'est une de mes missions de faire en sorte qu'on puisse travailler de manière sûre pour déjà notre personnel, pour aussi tous les gens qui habitent dans la région, parce qu'il y a la sécurité, c'est une chose, la santé, c'est aussi donc l'impact. Voilà, on travaille avec des poudres, le ciment c'est une poudre, et donc respirer de la poussière à longueur de journée, c'est pas très sain. Pas qu'elle soit spécialement dangereuse, mais c'est juste pas très sain. Et donc on se doit d'offrir des conditions de travail à chacun et des moyens de protection à chacun qui leur permettent encore une fois, de vivre sainement de leur travail. Donc des défis, vous en avez plein. Vous avez dans le groupe à peu près 1000 collaborateurs. Oui, un peu moins maintenant de 1000. On est à 750 collaborateurs. Donc voilà, relever des défis, ça doit faire partie aussi de votre personnalité, en tout cas. Moi, j'adore ça. Vous adorez ça. Et puis, vous me disiez en préparant cette interview que ça vous vient peut-être aussi un peu de votre passé sportif de basketteur. Vous êtes très grand. Il faudrait qu'on vous fasse vous lever pour qu'on remarque ça. Et puis là, quand on perdait un match, il fallait se remettre dans l'état d'esprit. Le prochain, on le gagne. Oui, moi, je crois beaucoup. À cette faculté-là. On a eu un exemple, il est aujourd'hui pensionné, mais Olivier Anken, comme gardien du HC Bienne, a travaillé de longues années chez Simon Vigier. Et puis, moi, je retrouvais très fort ses traits de caractère aussi dans sa vie de tous les jours, mais aussi dans sa vie professionnelle. Il était toujours prêt à motiver ses collègues, à dire « Ok, ça n'a pas fonctionné, maintenant on va continuer à travailler, on va repartir de plus belle, et puis on va y arriver. » Et ça, c'est quand même une des caractéristiques que moi j'apprécie beaucoup, et puis je pense qu'une des qualités aussi que j'ai, avec une ambition, alors je qualifie de réaliste, mes collaborateurs directs me diraient que elle est parfois trop haute, mais je suis convaincu qu'on peut toujours faire mieux. Un optimiste motivé, vous avez aussi grandi dans une famille avec une bonne harmonie, votre enfance était plutôt heureuse, dans la banlieue de Bruxelles avec une maman enseignante qui était plutôt à la maison et un papa ostéopathe, c'est un métier plutôt rare pour l'époque. Et puis vous gardez de magnifiques souvenirs de vos vacances. Alors, nous on a toujours eu le privilège, je dirais, d'aller à la montagne pour skier, d'aller sur la côte belge, où on était avec les cousins, cousines, donc toujours des ribambelles, les grands-parents. Et c'est là que vous retournez avec vos enfants aussi aujourd'hui. Vous avez 2 enfants, 11 ans et 13 ans, sur la côte belge. Qu'est-ce qui vous ressource dans ces paysages? Alors moi, j'aime... Donc, je suis originaire de Bruxelles, donc j'adore les villes, et puis une ville comme Bruxelles, capitale de l'Europe, etc., avec tout ce que ça comporte comme vie trépidante, etc. J'adore ça, mais j'ai aussi besoin de moments plutôt de calme. Et la mer du Nord en particulier, outre les souvenirs d'enfance, c'est aussi un des rares endroits où j'ai l'impression
il n'y a pas de pollution, de respirer de l'air frais, il n'y a pas de bruit. Voilà, quand on est dans les dunes, on a l'impression d'être seul au monde. Et donc j'aime la mer du Nord, mais en hiver. J'aime pas en été, quand il y a plein de monde. Et alors, quand vous rentrez à Évillars dans le brouillard, 3 mois de brouillard par année, vous vous sentez comment? Comment s'est passée cette intégration en Suisse? Alors quand je suis arrivé il y a 10 ans à Évillars, j'avais quand même plus de jours où on était encore au-dessus du brouillard. Alors cette année en particulier, on est dans le brouillard. L'intégration s'est bien passée. Elle s'est très bien passée parce que je suis arrivé d'abord à Courmoray. Et puis je suis plutôt... je ne fais pas que travailler, moi je suis plutôt bon vivant, j'aime bien manger, etc. Et donc je dirais l'intégration s'est faite naturellement. Mais s'il n'y a pas beaucoup de diversité gastronomique. Hein, non, mais au départ, quand Vienne. vous arrivez ici, vous découvrez les choses. Donc d'aller manger dans une métairie... Les apéros, hein, là, je dois plus... les premiers mois à Courmoray, où j'étais là aussi sans la famille, j'ai eu le privilège de pouvoir participer à beaucoup d'apéros avec des tas de gens locaux, et puis de découvrir un peu mon nouvel environnement. Et ensuite, la famille vous a suivi. Et qu'est-ce qui vous plaît ici en Suisse? Quels sont les avantages pour vous à être ici? Une chose en particulier que vous appréciez? Bon, moi, j'apprécie l'organisation. C'est beau. Moi, j'adore voir les montagnes. Depuis 10 ans, quand je suis au bureau, il n'y a pas vraiment de différence, ou dans les usines. Mais dès que je suis sorti du bureau et puis que je peux voir les Alpes ou voir des montagnes ou du relief, j'ai toujours, après 10 ans, l'impression d'être en vacances. Je trouve l'école pour les enfants, c'est aussi extraordinaire parce que ça les ouvre à beaucoup plus de diversité, de nouvelles choses que ce qu'ils ont pu avoir en Belgique. Les deux étaient scolarisés déjà en Belgique. Et puis c'est de 7h30 jusqu'à 15h30, des cours en continu. Ici, ils font des sorties en forêt, ils vont voir des bûcherons travailler, ils font... que sais-je, c'est beaucoup plus diversifié et puis je pense beaucoup plus intéressant pour eux, pour leur développement. Et une chose peut-être plus négative, quelque chose qui vous manque vraiment? Alors ce qui me manque, c'est les amis, la famille, bien entendu. Alors en Belgique, j'avais mes habitudes. La gastronomie, vous en avez touché un mot, c'est plus diversifié, en particulier à Bruxelles. Donc ça, c'est des choses qui me manquent, mais voilà, c'est 6 heures de route de retourner en Belgique. On a toujours une maison là-bas, donc c'est pas extrêmement compliqué. Et j'y suis au moins une fois par mois. Donc ça se passe très bien. D'accord, un peu une vie hybride. Vous avez travaillé 17 ans chez le cimentier Holcim en Belgique, aux Pays-Bas, en France. Et puis justement, on a fait appel à vous chez Vigier pour notamment aider à décarboner cette entreprise. On va passer à cette dernière thématique. Ce qu'il faut dire, c'est que l'entreprise Vigier Ciment produit à peu près 1% des émissions totales de CO2 en Suisse. 1%, c'est beaucoup. Les 6 cimenteries en Suisse produisent 5% des émissions totales. Ça correspond aux chiffres aussi au niveau mondial. Hein. Oui, c'est un peu plus faible que les chiffres mondiaux qui sont plutôt à 8%. Ça représente 3 fois le trafic aérien. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, le défi est énorme. Peut-être brièvement, qu'est-ce qui fait que cette pollution soit si forte? Alors, il y a 2 origines à ce CO2. La première, c'est les combustibles. Donc, le four, il faut le chauffer. On utilise des combustibles qui vont, en brûlant, émettre du CO2. Ça, c'est à peu près 1/3 des émissions. Et puis, 2/3 restants, ils viennent de la pierre. C'est la transformation de la pierre quand on la chauffe, donc du calcaire, de la pierre des montagnes. Quand on la chauffe dans le four, elle va libérer du CO2. Et c'est donc du CO2 qui a été accumulé. Donc, ces chaînes de montagnes du Jura se sont formées par des mouvements sismiques il y a des millions d'années, et elles ont fait remonter les fonds marins, sur lesquels des couches de coquillages, de poissons morts, de plantes, etc. sont venues s'accumuler. Et ça forme le calcaire qui est remonté aujourd'hui dans les roches. Et donc, ce qui fait qu'on retrouve des fossiles encore dans ces roches qui sont le signe il y avait la mer à Bienne, il y a des millions d'années. Et donc, c'est un processus naturel. Ce CO2 qui a été piégé est libéré par la chaleur.
Et vous mettez beaucoup d'énergie à justement utiliser des combustibles alternatifs pour chauffer par exemple ces fours. Donc là, vous y êtes presque arrivé à utiliser donc 97% de combustibles alternatifs. Et là, vous utilisez des déchets qui ne peuvent pas être revalorisés. Exactement. Donc c'est tout ce qui est notre motto. On a une filiale qui s'occupe de ça. C'est d'abord de valoriser tout ce qui est valorisable comme déchets, que ce soit des solvants, des liquides ou des huiles usagées. Et puis ce qui n'est plus valorisable pourra être traité et brûlé dans nos fours à de très hautes températures qui assurent une destruction complète des substances que ça comporte et qui permettent de chauffer le four en produisant moins de CO2. Si on n'avait pas ces déchets, on prendrait du charbon qui émet à lui seul plus de CO2 et ces déchets devraient être traités ailleurs. C'est des déchets produits en Suisse. Ils devraient être traités dans un incinérateur, ils émettraient également du CO2. Donc ça nous permet effectivement, depuis 3 ans, on est au-dessus de 97% de substitution. L'année dernière, 98,7%. Donc on est vraiment très très proche maintenant des 100% de substitution. Ce qui est unique en Suisse, ce qui est unique en Europe et donc dans le monde. Il n'y a pas d'autres exemples qui arrivent à ces niveaux-là. Donc on est très fiers d'avoir pu le faire. Et puis, effectivement, ça, c'est une des choses qu'on a pu réaliser ces 10 dernières années. Ce qui pollue aussi, c'est le transport de ces matériaux jusqu'au client final. Et là aussi, vous avez pris des mesures. Oui, alors on travaille sur tous les aspects de la chaîne de transport. Donc ça, on est dans le processus de production. Donc, par exemple, on a été les premiers à mettre au point, c'est un de nos ingénieurs qui a eu l'idée, un dumper électrique qui va descendre dans la carrière avec chargé de matériaux et donc charger ses batteries en freinant, voilà, et puis qui va utiliser cette énergie qu'il a lui-même produit pour remonter à vide, recharger des matériaux. Et donc ça, c'est aussi une première mondiale, ça montre cet esprit innovant et pionnier qui est très fort chez Vigier, qui nous permet de faire ça. En aval, donc les camions, on envoie plus de 50% de nos produits par des trains, donc ça c'est qui sont décarbonés par nature, et le reste est envoyé par camion, où on a un mix de camions électriques, mais aussi des camions qui roulent au biodiesel, ce qui permet d'économiser plus de 95% des émissions de CO2. Et il y a même l'idée, en fait, ce sera d'ailleurs le prochain défi, de récupérer les gaz, le CO2 qui sort, de le liquéfier et puis de l'envoyer dans les pays du Nord, dans des terrains qui se prêtent bien à ça, les enterrer pour pouvoir là, finalement aussi, décarboner cette partie-là. Voilà, donc nous, on a décidé de travailler, d'aller le plus loin possible dans la diminution de la source de carbone, et puis le résidu qui va rester, 40-45% de CO2 ultime qu'il faudra quand même traiter, qui viennent principalement de la pierre, on va le capter, l'envoyer effectivement, ou le stocker de manière permanente, c'est-à-dire plus de 40 ans au moins, dans des couches étanches, qui est recelé avant du gaz ou du pétrole. Je vous pose une dernière question qui en fait peut-être invitera à une réponse très longue, mais finalement on pourrait simplement utiliser moins de béton pour construire. Alors, ça fait partie aussi donc il faut utiliser le béton là où c'est nécessaire. Donc on doit sortir du monde ou du mode de tout bétonner. On doit utiliser le béton là où c'est nécessaire. Les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, que ce soit des tunnels, des ponts, ce genre de choses, stade de glace ici à Bienne, contournement ouest, enfin on peut citer un barrage, on n'imagine pas le faire dans un autre matériau, il n'y en a pas de disponible dans ces quantités-là, avec ces caractéristiques-là, donc c'est le meilleur matériau disponible. Il y a d'autres chantiers où on peut très bien substituer avec du bois, etc. Et on a un bel exemple à Bienne, le chantier Fleur de Champagne, où les fondations sont faites avec un béton très bas carbone, qui a été mis au point par Vigier, et puis toute la structure au-dessus va être construite en bois, et c'est un bel exemple de ce qui peut se faire concrètement déjà aujourd'hui. On ne doit pas attendre d'avoir capturé le CO2, on peut déjà commencer aujourd'hui et économiser des centaines de milliers de tonnes de CO2. Une construction hybride. Tout bon pour relever tous ces défis qui vous attendent, et merci d'être venu. Merci à vous. Quant à vous, chères téléspectatrices, téléspectateurs, merci beaucoup de votre fidélité, de nous avoir suivis. À bientôt.
Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. Und von RIF AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar.